Librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Bonjour, je me présente. Je suis la nouvelle animatrice pour la saison pour l'émission Lecture et compagnie. J'espère qu'on va avoir du plaisir ensemble et que je vais vous suggérer des lectures intéressantes. La formule est légèrement changée par rapport à l'an dernier, c'est-à-dire au début, on va rencontrer un chroniqueur ou parfois des auteurs qui vont nous présenter des livres qui peuvent vous intéresser et on va réserver 5 minutes à peu près à la fin de l'émission où moi, je vous parlerai d'une lecture qui m'a intéressée au cours de la semaine. J'espère que le tout va vous plaire. Bonjour Karine. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous suggères cette semaine? Je suggère 2 autobiographies. En fait, la première, c'est l'autobiographie de Corneille, le fameux chanteur de charme, ou je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai jamais été une fan de Corneille, mais il a écrit, ça fait quand même quelques années, peut-être 2-3 ans, qu'il a écrit son autobiographie. J'ai aussi une autre autobiographie dont je vais vous parler plus tard. Moi, j'ai lu ça et j'ai réalisé que j'aime les biographies que je n'aime pas. Les autobiographies, je n'aime pas le jeu, la façon qu'on parle. C'est un peu égocentrique, je trouve, de la façon que c'est présenté. Ceci dit, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette autobiographie-là, c'est que Corneille, bon, on le sait tous, c'est un survivant du génocide rwandais et ça m'a quand même fascinée parce qu'il vient d'une famille quand même de gens très instruits, une famille qui était à l'aise exactement. Son père était Hutu et sa mère Tutsi. Puis ça m'a fait penser, j'avais lu là, quand même plusieurs années, là, j'ai serré la main du diable du général Roméo Dallaire qui avait raconté justement le génocide, c'est ça exactement. Puis à l'époque, j'étais quand même plus jeune, puis j'habitais pas non plus dans la région de Thetford, là, j'habitais dans le Grand Nord. Ma perception de ce génocide-là avait peut-être pas été aussi, dramatique. Là, j'avais comme suivi le dossier avec un peu de détachement. Puis quand il nous raconte ça, moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir qu'il y avait comme deux castes au Rwanda, la caste dominante et les gens qui étaient peut-être un peu plus, bon, je ne veux pas dire soumis, mais moins... Il y avait moins de postes intéressants, c'est ça? C'est ça. Puis ça m'a fait penser, tu sais, à notre Québec des années 40 et 50, parce que les gros postes, c'était les anglophones, puis les petits Québécois étaient, tu sais, les jobbers, tu sais. Ça m'a un peu fait penser à ça comme construction sociale. Et son père, qui était Hutu, a vraiment dissimulé ses racines pour être capable d'étudier puis de se placer de façon convenable là, dans la société. J'ai beaucoup aimé là, la façon qu'il présente la philosophie familiale, les idées familiales. C'est une famille qui est instruite. Je reviens sur la question du jeu. Oui. Pourquoi t'aimes pas? Tu t'es rendu compte que tu n'aimais pas ça, le jeu? Bien, honnêtement, j'y ai pas trop pensé. J'ai juste dit, Colin, tu sais, je veux pas savoir tes états d'âme. C'est peut-être plus ça même. Parce qu'il y a des bouts où Corneille parle à son père comme si c'était un dialogue intérieur. J'ai pas aimé cette partie-là. Son père est décédé. Son père est décédé, exactement. Puis, bon, il se questionne par rapport... C'est très bien, il se questionne par rapport à la paternité parce que maintenant, Corneille est marié, puis il y a des enfants. J'ai pas eu de modèle paternel, j'ai pas eu de modèle maternel. Il se questionne. Mais la façon dont ça a été fait... J'ai pas aimé ça, j'étais pas à l'aise de le lire. Est-ce que c'est les premières... tu as dû en lire d'autres autobiographies que ces deux-là? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as lues puis que tu avais la même impression? Ça faisait longtemps. Puis j'ai lu ces autobiographies-là parce que justement parce que je savais que je voulais faire une chronique. Puis je me disais, l'émission lecture que j'animais, on n'a pas parlé. OK. Puis là, j'ai dit, je vais amener ce style littéraire-là dans l'émission. Le contenu est très intéressant. Moi, ça m'a amené, j'ai lu ça, puis après ça, j'ai dit, hey, je vais aller vraiment lire sur le conflit, puis comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Oui.
Et tu sais, le contenu est intéressant, mais le procédé d'écriture, moi, j'étais moins à l'aise avec ça. Fait que, tu sais... As-tu l'impression, quand il raconte aux jeux qui se vendent, qui... Bien, ça arrive, là, c'est sûr, tu sais, c'est une vedette. Mais c'était quand même très intériorisé comme réflexion. Non, mais si on compare les deux, on va en parler d'une autre tout à l'heure. Oui. Si on compare les deux, as-tu la même impression qu'ils se vantent un peu trop à cause... J'avais ce feeling-là à l'occasion, mais pas trop dans Corneille, plus dans l'autre. Plus dans l'autre. Puis c'est l'autre biographie là, qui m'a vraiment choquée, là. L'autre, c'est, je sais pas si on la voit, là, mais c'est Denis Mukwege. C'est dur à dire. Mukwege. Écoute, je sais pas combien de fois que je l'ai lu, puis je suis encore en train d'essayer de retenir son nom. C'est le prix Nobel de la paix en 2018. Mais écoute, il a gagné des prix, là, puis j'ai dit, coudonc, j'ai dit, t'es pas obligé de le dire, là. Me semble que, tu sais, c'est correct, là. J'ai gagné tel prix, j'ai gagné tel prix. Ça m'a dérangé parce que il me semble qu'un homme de son envergure n'a pas besoin de se vanter. Exactement. Puis c'est ce qui m'a dérangé dans ce livre-là, au point où j'ai peut-être pas apprécié autant la lecture parce que moi, j'ai pleuré là, quand j'ai lu cette autobiographie-là. Tu sais, un plaidoyer pour la vie, c'est fort, là. Puis, tu sais, c'est la lecture de Corneille qui m'a amenée à lire Mukwege. Puis, c'est très chaud, là. Ça venait de sortir, comment peux-tu dire que c'est la lecture de Corneille qui t'a amené à lui? Bien, c'est ça. C'est que quand j'ai lu, justement, sur le génocide au Rwanda, je me suis rendu compte, tu sais, comme Corneille l'explique bien dans son livre, que lui, il a fui vers le Congo. Donc, il y a plusieurs réfugiés du Rwanda qui se sont en allés vers le Congo, mais pas seulement des petits monsieur, madame, tout le monde, qui fuyaient des horreurs. Il y a aussi des groupes armés qui ont fui vers le Congo. Et c'est suite au génocide rwandais qu'il y a deux provinces du Congo qui sont le Kivu-Sud et le Kivu-Sud et le Kivu-Nord, qui qui ont accueilli, je vais dire, Obligé. Pas les bras ouverts. Hein, ces gens-là se sont comme, je veux dire, réfugiés dans ces régions-là du Congo qui sont très riches en minéraux de toutes sortes. Et là, cette région-là est vraiment aux prises avec une guérilla entre des groupes armés. Et ça l'a amené, je veux dire, c'est aussi pire que le génocide, là. Oui. C'est des violences sexuelles à l'égard des femmes. Et des femmes, mais des filles, des bébés même. Et c'est ce que Denis Mukwege dénonce, là. Puis vraiment, là, tu sais, c'est à partir de Corneille que j'ai été amenée à lire justement Mukwege. Et puis, c'est vraiment c'est une région, c'est le Rwanda, mais c'est aussi le Congo. Puis c'est vraiment, c'est pas fini, là. Tu sais, on a l'impression que c'est fini le génocide rwandais parce que les Hutus, tu sais, tuent pas les Tutsis. Mais non, c'est pas fini. Ça a changé de place. Et c'est extrêmement choquant parce que le gouvernement congolais ne semble pas vouloir nécessairement prendre action. Et puis, c'est clairement dit aussi dans le livre de Mukwege. Ils ont même essayé de l'empêcher d'obtenir le prix Nobel de la paix. Il a été intimidé. Je veux dire, là, maintenant, il est obligé de vivre dans un hôpital. Il est gardé par l'ONU. D'ailleurs, il y a eu un reportage cette semaine. Bien, en fait, ça date parce que nous, on a préenregistré l'émission. Ça a été dans la semaine du 15 mai 2019, ce reportage-là. Puis de toute façon, ça va être encore disponible sur le site Radio-Canada. Radio-Canada. Oui. C'était très intéressant comme reportage. Et les femmes et les exemples qu'ils donnaient, là, c'est atroce. C'est épouvantable. Puis, tu sais, c'est juste que, tu sais, quand tu gagnes le prix Sakharov, quand tu gagnes le prix Nobel de la paix, t'as pas besoin de le dire, tu sais. Tu sais, j'aime mieux que tu me parles des choses que tu dois, tu sais, pour lesquelles tu dois te battre. Autrement dit, tu aurais aimé la même histoire racontée par un autre que lui. Oui, j'aurais aimé mieux lire une biographie qu'une autobiographie. Puis d'autant que, tu sais, c'est pas lui qui l'a écrit, hein. Il est accompagné il y a toujours des co-auteurs dans les deux biographies. Là. Ah bon? J'en ai pas trouvé d'autobiographies qui ont été écrites à 100 OK.
Il y a toujours de l'aide d'un écrivain, c'est ben ça. Voilà, tu sais. Donc, à ce moment-là... Mais ce livre-là, moi, je le conseille, même si je n'ai pas apprécié le style d'écriture, c'est bouleversant. Puis, ça m'a... Quand je l'ai lu, justement, on va retourner dans le temps. Au printemps 2019, on a eu justement l'événement de la toute petite fille qui est décédée et comme société, on s'est garoché pour dénoncer la structure de la DPJ. Puis ici, on a Denis Mukwege qui dit « Je peux vous montrer ici un bébé de 7 mois violé. Si ça arrivait à Montréal, je crois que tous les Montréalais diraient « Non, non, c'est inacceptable. » Mais ici, c'est quelque chose qui n'est pas... c'est pas rare. C'est pas quelque chose qui n'arrive jamais, t'sais. C'est pas plus acceptable. Ben non, exactement. Puis là, après ça, je me disais, il faut relativiser les choses. Oui, notre système n'est pas parfait, mais au moins, on en a un, tu sais. Oui, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, quand il disait, là, la première femme que j'ai opérée avait été attaquée et violée à 500 mètres de l'hôpital. On avait tiré sur son appareil génital. Elle avait des blessures graves avec des fractures. Je croyais que c'était un fait isolé, mais les cas de violence sexuelle occupent tout mon temps maintenant. Donc, c'est ça. Le viol, c'est devenu une arme de guerre. Ouais. Et c'est la principale arme entre les différentes guérillas qui se battent pour le contrôle des minerais. Est-ce que c'est un livre récent? C'est paru récemment? Oui. Corneille date de 2-3 ans, mais vois-tu, j'ai acheté... moi, je l'ai acheté parce que j'avais vraiment eu des bons commentaires. Puis, bon, la situation féminine m'intéresse. Là. Je trouve que les écrits là, qui défendent les intérêts des femmes sont rares. Et ça venait de sortir printemps 2019, là, donc c'est sûr que oui, il est encore C'est pour disponible. Ça aussi, quand des reportages dont on parlait tout à l'heure, on en parle par rapport aux femmes, mais on en parle aussi par rapport aux enfants qui travaillent dans les mines pour le fameux minerai dont on se sert pour les cellulaires, là, si je me rappelle bien. Bien, dans la même semaine, justement, mi-mai 2019, il y avait justement des cellulaires qui saignent parce que, oui, effectivement, les enfants sont... abusés dans les mines du Congo, justement, pour l'extraction des minerais qui servent à fabriquer nos fameux cellulaires. Là. Effectivement, il en parle aussi. C'est 2 beaux gros volumes. Est-ce que... Ici, je vais lire qu'est-ce qu'on dit sur le résumé de celui de Corneille. En démarrant ce récit, je savais que les pages du génocide et du massacre de ma famille au Rwanda en 1994 m'attendaient. Je savais qu'écrire cette douleur passée, c'était mettre des petites cuillerées de pili-pili sur la chair encore fraîche d'une plaie que je voulais à tout prix croire fermée. Et sur le chemin de la rétrospective, j'ai trouvé d'autres plaies, vives, brûlantes. Ce livre, il m'a fallu presque 5 ans pour le finir. Pour la première fois, le chanteur Corneille revient sur le génocide rwandais, le miracle de sa survie, son espoir infaillible, ses rêves, l'immense succès qui a été le sien, mais aussi ce long recul ces dernières années qui lui a été indispensable pour renouer avec son histoire et ses racines. Le récit poignant, porté par une écriture d'une rare poésie, d'un artiste, mais surtout d'un homme à la recherche de sa vérité. Et pour l'explication de l'auteur, on dit auteur, compositeur, interprète, Cornelius Niyungura dit, oui. J'espère que je l'ai bien dit. Oui, j'ai jamais essayé, moi, de le lire, ça. Dit Corneille est né le 24 mars 1977. Oui. Parmi toutes les chansons qui évoquent son histoire, Parce qu'on vient de loin et Seul au monde ont bouleversé le public. Oui. Puis moi, je les aimais pas, cette toune-là, ces tounes-là, tu sais. Mais curieusement, là, ça m'a surpris aussi beaucoup. Il est déjà retourné en Afrique une fois pour faire un concert, pour amasser des fonds pour le Dans son sida, pays? Mais jamais au Rwanda. Ah, jamais? Jamais, et il le dit. J'irai un jour, mais je ne sais pas quand. Donc, ça veut dire que dans sa tête, il n'est pas prêt. Ah, et c'est clairement dit là, dans le livre, là, les plaies sont vives. Là, tu sais. Moi, je l'ai lu, ça fait un petit bout de temps, moi aussi. J'avais bien aimé pour, justement, parce qu'on entend parler du Rwanda, mais on n'est pas là, puis c'est loin, puis on entend en parler occasionnellement. Ces drames-là qui se passent dans les pays plus loin, qui se passent en Afrique, où il y a peut-être un petit peu moins
de communication qu'il y a ici. Mais c'est que moi, ce qui m'a vraiment jeté à terre, c'est que c'est pas fini. Bien, ça s'est déplacé. Mais on a l'impression que c'est fini parce qu'on n'entend plus parler. C'est ça l'affaire, là. C'est pour ça. Tout à fait. Puis c'est ce que je trouve aberrant, c'est que maintenant, ça se situe sur le territoire du Congo, puis le gouvernement congolais cherche à étouffer l'affaire. Là, à un moment donné, c'est parce que, je veux dire, il y a des populations qui souffrent, puis dans le cas présent, c'est les femmes et les enfants. C'est des enfants nés du viol, des atrocités, là, comme on peut... Moi, j'aurais jamais pu imaginer là, ce que j'ai lu dans le livre. Que ça se passe encore aujourd'hui, c'est ça, là. Puis dans le fond, le problème du Rwanda, il s'est comme déplacé géographiquement. Il s'est comme déplacé, mais il est encore là. Tout à fait. Puis le pays, d'après ce que tu dis, moi, celui-là, je ne l'ai pas lu, mais le pays, d'après ce que tu dis, essaye de couvrir pour garder une certaine réputation internationale, pas avoir l'air, même à refuser qu'il ait le prix Nobel. Bien, c'est ça. Puis là, il est prisonnier dans son propre pays. Je veux dire, il est sur le site de l'hôpital de Panzi, je crois le nom. En tout cas, c'est des noms bizarres. Hein? Il est sur le site de l'hôpital de Panzi et il ne peut pas sortir de chez lui sans être accompagné par des gardes de l'ONU. Des gardes de l'ONU? De l'ONU. Okay. Oui, exactement. C'est l'ONU vraiment qui est associée à sa protection. Mais il y a une famille, ce gars-là, là, tu sais, je veux dire... Est-ce que sa famille demeure à l'hôpital aussi? Bien, là où, pendant de nombreuses années, sa famille était avec lui, là, tu sais, à la fin du livre, ça, je disais, c'était pas clair. J'avais l'impression que sa famille était toujours avec lui, mais tu sais, ils ont subi énormément de pression, d'intimidation. Je veux dire, lui, il a été menacé. À un moment donné, il était censé prononcer un discours à l'ONU aussi, puis il y a un haut dirigeant du Congo qui a demandé à le rencontrer avant la présentation, qui l'a menacé, disant, bien, c'est parce que si tu fais ta présentation pendant ce temps-là au Congo, il va peut-être se passer des choses dans ta maison chez vous, tu sais. Wow. Alors, il avait finalement refusé de faire ça. C'est ça constamment, là, tu sais. Il est toujours sous la menace, dans le fond, tout le temps. Moi, je l'ai lu, là, puis j'ai dit, bien, il est important... d'autant que, tu sais, je veux dire, je pense qu'il est tout à fait lucide aussi de dire je vais probablement mourir assassiné. Ça ne sera pas la première fois. C'est arrivé 2-3 fois qu'on a essayé d'assassiner Denis Mukwege, là. Donc, lui, il est tout à fait lucide là-dedans, puis il continue pareil. Ces tentatives-là, est-ce qu'il sait par qui c'est organisé? Bien, par qui c'est commandité? Notamment les guérillas qui, justement, qui le dénoncent, là, mais aussi le gouvernement congolais, là. Ah oui? Oui, ça fait que, tu sais, tu lis ça, puis tu dis, j'ai mal à la bêtise humaine, là. Mais quand c'est le gouvernement, c'est encore plus dangereux, bien, si on peut dire. C'est pour ça, justement, qui est protégé par l'ONU, l'Organisation des Nations unies. Puis c'est l'ONU qui a décidé de le protéger? Comment, tu sais pas? Bien, c'est pas bien amené, ça, justement, là, dans le livre. C'est sûr que, tu sais, au niveau international, il est bien reconnu. Oui. Il y a une experte de l'ONU qui travaille avec lui de façon régulière, justement, pour dénoncer les violences faites aux femmes. Oui. Je pense qu'il est rendu international, là. Il dénonce vraiment à l'international, mais... Fait que si jamais il arrive quelque chose, ça va avoir un certain retentissement aussi. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je veux dire, il a gagné plusieurs prix. Son travail est reconnu partout à travers le monde. Et l'ONU, justement, tu sais, pour l'ONU, c'est un expert dans le domaine, là, justement, de la guerre, des armes de la guerre, de la condition féminine dans les pays africains, etc. Là. Son action s'étale. C'est pas juste de soigner puis de guérir les femmes qui ont subi des violences sexuelles. C'est de parler aussi. De parler, mais de les réhabiliter aussi puis de les amener à se prendre en charge. Dans son hôpital, il y a vraiment tous les aspects de la réhabilitation. Ah, OK. C'est pas juste les soins, là. Non, ça va beaucoup la réhabilitation plus loin. psychologique. La prise en charge, justement, parce que ces femmes-là sont généralement rejetées par leur famille. Donc, c'est tous les aspects, là, dans le fond, là, de la prise en charge des femmes, de leur situation là, suite à ces violences-là. Et Dieu sait, là, tu sais, qu'il disait à un moment donné dans le livre, je pense qu'il y a un viol à toutes les minutes au Congo. Oui, c'est aberrant. Là, bon. Ouais. En tout cas, je te remercie pour ces choix-là. Ça a été très intéressant. J'espère que tu vas relire d'autres autobiographies qui vont t'intéresser. Peut-être pas. Faut jamais dire non. Pardon. Faut jamais dire non. Mais peut-être pas cette année. Bon, ben merci, Karine. Ça m'a fait plaisir. Dans quelques instants, je vais vous parler d'un livre qui m'a particulièrement intéressée cette semaine.
Je vais vous parler de ma lecture de la semaine, un roman policier qui se passe en 1898. L'auteur, c'est Antoine Iaccarini. C'est son premier roman. Ce n'est pas un auteur qui est connu. Il est d'origine égyptienne. Il est établi à Québec depuis 1970. Dans sa biographie, si on peut dire, il dit qu'il a mauvais caractère. Il dit qu'il est pas toujours facile à vivre. Mais son livre, je reviens au livre, je l'ai trouvé très intéressant parce que il raconte une enquête policière qui se passe en 1898, comme j'ai dit, et il n'y a pas les moyens de l'époque actuelle. Donc, c'est beaucoup par enquête, déduction, questionnaire qu'ils finissent par trouver la solution. L'histoire, c'est un journaliste. Le titre, c'est « Meurtre au soleil ». C'est l'histoire d'un journaliste. Quand je regardais le titre, je pensais que ça se passait dans le Sud. Mais c'est au journal Le Soleil. Donc, c'est un journaliste qui est retrouvé par un collègue assassiné dans son appartement, la gorge tranchée. Bon, les détails, je le mentionne, mais c'est pas un roman, comme on dit, sanglant, c'est pas sordide. Et puis, il faisait, ce journaliste-là, enquête sur des espèces de magouilles au niveau politique, industriel et religieux. C'est-à-dire qu'il y avait des genres de lobbies qui voulaient que, parce qu'il y avait plusieurs compagnies électriques à l'époque, c'était pas Hydro-Québec, là, donc il y avait plusieurs compagnies électriques et il y a des compagnies qui voulaient obtenir le contrat pour l'électrification des églises et des presbytères du Québec. Donc, c'était un très gros contrat. C'était très important. Et on soupçonnait que c'était relié à ça. On parle de personnages qui ont existé. On parle du directeur du Soleil. On parle de Monseigneur Bégin, qui était évêque à l'époque. Et il passe par différents personnages qu'il soupçonne. Il y a même un zouave pontifical qui fréquente souvent l'archevêché et qui est un peu soupçonné. Toutes les preuves vont... toutes les suppositions vont vers lui parce que les preuves, ce n'est pas des preuves scientifiques comme aujourd'hui, là. C'est vraiment très différent. C'est très intéressant à lire à cause de l'époque, justement. Moi, c'est surtout ça qui m'a intéressée parce qu'il n'y avait pas des tests d'ADN puis d'empreintes digitales et tout ça, là. C'était pas du tout le cas. Et bien sûr, il y a une petite intrigue amoureuse qui arrive dans le décor, là, parce que tout désigne dans l'enquête le zouave, justement, dont j'ai parlé. Et ce zouave-là a une fille qui est comme tombée dans l'œil de l'enquêteur. Donc, c'est ça qui se termine à la fin. Mais c'est pas du tout celui qu'on, bien sûr, comme tout bon roman policier qui se respecte, c'est pas celui qu'on suppose qui est en cause. Mais il y a beaucoup dans l'enquête, il y a beaucoup de discussions entre les personnages pour arriver à échafauder un mobile, échafauder une possibilité de qui serait le coupable. C'est beaucoup plus au niveau de l'argumentaire qu'au niveau des preuves scientifiques parce que justement, il n'y en a pas. C'est justement pour ça. Et puis... Tout ça, on apprend la vérité pas mal à la fin. On commence tranquillement à s'en douter parce qu'on se dit ça peut pas être tel personnage parce qu'il est sympathique aux policiers. Puis finalement, ben, c'est à peu près ça. Là, je vous dévoilerai pas la fin. C'est un livre qui est intéressant et que vous pouvez trouver facilement. Vous pouvez le commander à la librairie L'Écuyer. Les éditions, c'est le groupe Livre Québec Média et l'auteur Antoine Iaccarini, Meurtre au soleil. Là-dessus, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et je vous souhaite de bonnes lectures.